y a 200 ans, Napoléon s'éteignait à Sainte-Hélène. La commémoration du 200e anniversaire de sa mort est importante. Napoléon est un titan de l'histoire de France. Son règne s'inscrit dans une période cruciale de notre histoire, qui détermine encore en grande partie la séquence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Notre séquence historique, ouverte par la Révolution française et ses contradictions internes, est une séquence marquée par une tension constante entre la Révolution et la contre-révolution. Une tension constante entre les trois entités nées de cette grande révolution, que sont les monarchistes contre-révolutionnaires, la bourgeoisie libérale, incarnée par les Girondins, favorable à une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, et la gauche jacobine, favorable à la souveraineté nationale, à l'égalité sociale et à la défense des classes populaires, incarnée par Robespierre. Cela fait 2 siècles que ces familles politiques s'affrontent et qu'elles reflètent la lutte des classes dans notre pays et que notre imaginaire collectif est structuré par cette lutte constante. Et il y a une question que l'histoire nous pose: où se situe Napoléon dans cette tempête historique ? Eh bien, le philosophe allemand Hegel va donner une réponse très originale à cette question. Napoléon, c'est la ruse de l'histoire. C'est un concept qui paraît étrange à première vue, mais qui est assez clair quand on se penche dessus sérieusement. Hegel est le grand philosophe de l'histoire humaine et du progrès historique. C'est le précurseur du marxisme en philosophie. D'ailleurs, Marx et Engels se réclameront de son héritage tout au long de leur vie, malgré les critiques qu'ils lui adresseront. Pour Hegel, l'histoire est une lutte permanente de la raison humaine pour s'émanciper, comprendre le monde et conquérir la liberté à travers le progrès de la civilisation. Sa philosophie de l'histoire peut être illustrée par la maxime suivante. Les orientaux surent qu'un seul est libre, les Grecs ont su que quelques-uns sont libres, et les modernes savent que tous sont libres. Hegel part du progrès historique qu'a constitué le passage de l'Antiquité mésopotamienne à l'Antiquité grecque, et à la démocratie athénienne qui, bien que basée sur l'esclavage de la majorité des Grecs, a néanmoins fait émerger la citoyenneté et le principe du dialogue en politique au détriment de la loi du plus fort. Mais cette cité grecque est encore fondée sur l'esclavage, et pour rendre la politique accessible à tous, il a fallu l'émergence de la modernité occidentale, qui affirme que tous les hommes sont libres. Cette idée égalitaire sera introduite en premier par le christianisme, qui était le fruit de la révolte des esclaves sous l'Empire romain. Puis elle a continué à maturer pendant des siècles, avant de trouver son expression politique au XVIIIe, grâce à la séquence historique ouverte par la Révolution française. Chacune de ces étapes de l'histoire était nécessaire en leur temps et ont constitué des progrès immenses. Napoléon dira à ce sujet: « La Révolution a eu pour but principal de détruire tous les privilèges, d'abolir la justice seigneuriale et de supprimer tous les droits féodaux comme un reste de l'ancien esclavage du peuple. » Sauf que ce progrès historique n'est pas du tout inéluctable, et parfois le monde recule. La Révolution française, après avoir suscité un immense espoir à travers toute l'Europe, va finir par se faire encercler par les puissances étrangères, à patauger, et ne réussira pas à s'exporter. Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser à son parcours social qui a déterminé toute l'histoire de son règne. Napoléon est l'un des fils d'une famille de notables corses. Son père a réussi à se faire anoblir au milieu du XVIIIe siècle, juste avant la naissance de Napoléon. C'est donc une noblesse de robe, toute récente au moment de la Révolution française, et qui était méprisée par l'aristocratie et la grande bourgeoisie pour cette raison-là. Malgré le statut de noble qu'ils ont récemment acquis, les Bonaparte sont loin d'être riches. Ainsi, lorsque son père Charles Bonaparte, qui veut à tout prix le voir s'élever socialement, le destine à la carrière militaire, il obtient facilement une bourse, une aide d'État conditionnée au statut d'indigent que l'on réservait aux jeunes nobles qui vivaient dans la pauvreté malgré leur statut. Et quand le jeune Napoléon quitte sa Corse natale à 9 ans pour aller à l'école militaire de Brienne, il subit très vite un mépris de classe qui le marquera au fer rouge pour le reste de sa vie. Son origine sociale est méprisée car il n'est pas d'ascendance noble, il est moqué par les fils de bonne famille à cause de son origine sociale et de son accent corse, et ce sera pour lui une blessure narcissique douloureuse. Il tirera de cet épisode une forte rancœur vis-à-vis d'une aristocratie qui n'a pas voulu le reconnaître.
il en tirera aussi un immense mépris pour la monarchie, pour la famille royale et pour le clergé qui soutient l'ancien régime. La Révolution française, qui débute alors qu'il n'a que 20 ans, lui laissera l'opportunité de réaliser ses rêves de grandeur. Il est réellement séduit par les idées politiques du courant le plus démocratique de la Révolution, les Jacobins, dirigés par Robespierre. Ces idéaux démocratiques et égalitaires le touchent, car il a lui-même été victime des écarts sociaux de l'ancien régime. Par ailleurs, son désir de reconnaissance et sa volonté de s'élever socialement vont trouver une expression dans l'ascension sociale que va lui procurer sa brillante carrière de militaire républicain au service de la patrie en danger. Il est certain que Napoléon n'a pas été un grand démocrate. Sa façon de gouverner pendant son règne ne correspond pas à l'idéal de la démocratie participative que Robespierre et les Jacobins ont tenté de mettre en place pendant la Révolution. Lorsqu'ils proclament l'Empire le 18 mai 1804, cela constitue clairement un recul si l'on compare ce régime à la Constitution démocratique de juin 1793, rédigée par les montagnards. Mais il faut rester lucide. Au moment où Napoléon proclame l'Empire, cela fait presque 10 ans que Robespierre est mort assassiné, la révolution des sans-culottes s'est faite écraser il y a longtemps par les Girondins libéraux, et la bourgeoisie a dirigé le pays pendant des années avec son gouvernement du Directoire, en revenant sur toutes les avancées sociales de la Révolution que les Jacobins avaient proposées. Nous sommes donc déjà sous le règne des banquiers lorsque Napoléon finit par prendre le pouvoir en décembre 1799 par le coup d'État du 18 Brumaire. Il renverse un directoire corrompu et impopulaire et il défend la nation révolutionnaire, ou en tout cas ce qu'il en reste, face à toute l'Europe royaliste coalisée contre la France. Pour Napoléon et ses hommes, cette guerre patriotique n'est pas nouvelle. En tant que jacobin convaincu et admirateur de Robespierre, il a déjà servi pendant toute la décennie dans l'armée républicaine pour faire face aux puissances étrangères qui assaillent le pays. Sa prise de pouvoir apparaît logique pour beaucoup de gens. Il a tiré sa légitimité dans la défense de la patrie et il est très populaire. D'ailleurs, la politique qu'il mènera conservera énormément d'acquis de la Révolution française. En 1802, il impose au pape le Concordat, qui est une avancée vers la laïcité en soumettant la vie religieuse à l'État français, proclamant ainsi l'indépendance de la France vis-à-vis du Vatican. Dorénavant, le catholicisme ne sera plus religion d'État. L'État dominera les différents cultes et assurera une certaine liberté de conscience aux Français. Promulgué en 1802, le Code civil conserve aussi des acquis de la Révolution française, et parmi eux le droit à la propriété des terres, qui a été une revendication phare des différentes couches de la paysannerie. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que Napoléon ne s'attaque pas aux nouveaux privilèges économiques de la bourgeoisie capitaliste, il garde un très fort soutien dans la paysannerie, qui est très attachée elle aussi à la défense de la petite propriété. Ainsi, lorsqu'en 1802 il se proclame premier consul à vie et qu'il soumet sa décision au vote du peuple, il recueille 45% des suffrages. Lorsqu'il se proclame empereur des Français en 1804, il obtient officiellement 40% d'approbation populaire, ce qui pour l'époque est énorme, même avec les fraudes existantes. C'est un affront pour l'aristocratie et pour les royalistes. Napoléon dirige le pays sans l'autorisation des dieux ni des rois. Et avec le soutien officiel du peuple au travers des différents plébiscites qu'il a mis en place. Une impolitesse pleine de raffinement et de panache. En effet, malgré des reculs en matière de démocratie, Napoléon a conservé l'idée principale de la Révolution française, à savoir le principe selon lequel l'autorité du gouvernement ne peut s'exercer que sur la base d'un consensus national, avec une approbation populaire qui doit fonder la souveraineté nationale. Napoléon est évidemment conservateur lorsqu'il s'agit de garder son pouvoir. Il est pragmatique. Ainsi, alors qu'il avait libéré Malte pendant la campagne d'Égypte en 1798, en y abolissant l'esclavage, alors qu'il avait aussi pris position contre le rétablissement de l'esclavage en 1799, en mai 1802, sous la pression des hommes d'affaires de son entourage, il signe un décret pour abroger la loi de février 1794 qui avait aboli l'esclavage sous le gouvernement de Robespierre. Et malheureusement, non seulement dans un premier temps il maintient l'esclavage dans les colonies françaises où il n'avait pas été aboli, mais en plus dans un second temps il le rétablit dans toutes les colonies, en Guyane, en Guadeloupe, et même à Saint-Domingue, la terre natale du grand révolutionnaire Toussaint Louverture. Plus tard, pendant son exil à Sainte-Hélène, Napoléon regrettera cette décision et fera une autocritique très lucide en déclarant « J'ai à me reprocher une tentative sur cette colonie lors du consulat. C'était une grande faute que d'avoir voulu la soumettre par la force. J'aurais dû me contenter de la gouverner par l'intermédiaire de Toussaint Louverture. »
Mais il ne parviendra jamais, en dépit de tous ses efforts pour personnifier son pouvoir, à se faire reconnaître comme un dirigeant légitime aux yeux des élites aristocratiques de toute l'Europe. Les aristocrates, y compris français, ne lui pardonneront jamais d'avoir exporté la Révolution française. Ils ne lui pardonneront jamais d'avoir répandu l'idéologie républicaine et égalitaire aux quatre coins de l'Europe. Ils ne lui pardonneront jamais d'avoir liquidé le féodalisme. Ainsi, à l'été 1806, lorsqu'il bat les armées de la Troisième Coalition, il entraîne la dissolution du plus vieil empire européen de l'époque d'un simple trait de plume. Le Saint-Empire romain germanique, en place depuis 800 ans, n'existe plus. Cette dissolution de l'Empire sonnera comme un traumatisme. Napoléon a montré la supériorité de la Révolution sur l'Ancien Régime. Et les élites germaniques en tireront les leçons pour moderniser leur nation en suivant l'exemple du modèle français. L'ancien ministre prussien des Affaires étrangères affirmera dans un mémoire « La Révolution française, dont les guerres actuelles sont la continuation, a donné aux Français un nouvel élan. C'est folie de penser que l'on peut mieux résister à la Révolution en s'obstinant à l'ordre ancien. Cela ne fait que nourrir la Révolution et lui donner une plus grande extension. » Dès le 9 octobre 1807, un édit royal proclame que, désormais, il n'y a plus que des hommes libres en Prusse. Dans l'armée aussi, les futurs Allemands s'inspirent du modèle français. Le 6 août 1808, le nouveau règlement prévoit que la carrière d'officier est désormais ouverte à tous les individus de la nation entière et plus seulement aux nobles, de façon à ce que la promotion se fasse désormais au mérite. Ainsi, Napoléon a bel et bien pris sa revanche sur l'Ancien Régime et sur l'ordre aristocratique. Et il incarne le vent de l'histoire. Hegel, dont nous avons parlé, dira même de lui qu'il est l'esprit du monde à cheval. Ainsi, il restera toujours aux yeux des partisans de l'Ancien Régime un gueux, un usurpateur, le fils d'une famille pauvre de la Corse du Sud qui aura eu le culot de balayer l'Europe monarchique et de liquider leur pouvoir. Dans le roman de Tolstoï, Guerre et paix, on a une longue partie consacrée à des discussions animées au sein de la noblesse russe favorable au tsar. On y trouve des paroles horrifiées de nobles qui s'indignent de cette révolution française interminable, dirigée désormais par un monstre sanguinaire en la personne de Napoléon. Hegel disait de lui qu'il était l'esprit du monde à cheval. Le futur chancelier autrichien Metternich, chef de file de l'Europe monarchique coalisée contre la France, ira même jusqu'à dire de lui « c'est Robespierre à cheval ». Quel que soit le caractère bourgeois de son régime, Napoléon sera toujours perçu par l'aristocratie comme celui qui a répandu la Révolution comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Malgré les nombreux défauts de sa politique, Napoléon est le seul homme d'État français du XIXe siècle à avoir toujours proclamé son admiration et son respect éternel pour Robespierre. Il dira à ce sujet « Il ne faut pas juger les hommes en révolution comme en état de paix. C'était un état de guerre. Il ne pouvait y avoir de liberté pour personne dans une révolution où il s'agissait de si grands intérêts et où on avait à combattre un si grand ennemi, toute l'Europe coalisée contre la France et contre la Révolution. On ne pouvait réussir qu'en réunissant tous les efforts, tous les moyens vers un seul but. Ce sont les hommes comme Robespierre, comme Marat, ceux de la Commune de Paris et de la Montagne, qui, en dépit de leur brutalité parfois sanglante de leurs conflits, de leurs travers, ont sauvé la France et la Révolution. Lorsque Napoléon finit par perdre militairement en Russie, son pouvoir s'effondre. Il abdique le 4 avril 1814 et il est exilé dans la foulée à l'île d'Elbe, à l'ouest de l'Italie. Les monarchies européennes se préparent à installer Louis XVIII au pouvoir en restaurant la monarchie en France. Mais, contre toute attente, après 300 jours d'exil, Napoléon parvient à s'évader de sa prison et à gagner les côtes françaises. Arrivé le 1er mars 1815 dans les Alpes-Maritimes, il sait que sa popularité est encore immense et que les Français craignent un retour de la monarchie. Dans les campagnes, la paysannerie ne l'a pas oublié et les classes populaires voient toujours en lui la garantie du retour de la République et du droit à la terre. Il parvient à rallier à lui des milliers de soldats. En moins de 3 semaines, le 20 mars, il fait un retour triomphal à Paris, porté au pouvoir par une foule gigantesque. L'empereur est de retour. C'est le début des fameux 100 jours où il dirige à nouveau le pays. Dès le 29 mars 1815, il signe un nouveau décret qui abolit à nouveau l'esclavage, confirmant ainsi son opinion politique à ce sujet. L'esclavage est déclaré interdit dans toutes les colonies, et la France a donc aboli 3 fois l'esclavage dans son histoire si l'on compte ce décret impérial. Marx disait que nous étions le pays de la lutte des classes,
le pays où la lutte des classes était menée jusqu'au bout et avec la plus grande intensité. Le résistant communiste Marcel Paul dira, un siècle plus tard, « Il y a en France un noyau révolutionnaire indestructible ». Et Napoléon est lui-même le fruit de ce noyau révolutionnaire. La période des 100 jours le montre. Avec les 100 jours, le cauchemar de l'Europe monarchique semble se reproduire. Mais en réalité, c'est davantage le baroud d'honneur de Napoléon plutôt qu'un véritable règne. La suite, on la connaît. Après la défaite militaire décisive le 18 juin 1815, il abdique 4 jours plus tard. Il sera exilé à Sainte-Hélène. Le premier empire, vestige de la grande révolution française, est définitivement démantelé. Les puissances monarchiques se mettront autour de la table pour rétablir l'ordre aristocratique à travers toute l'Europe. Ils favoriseront la restauration des Bourbons avec l'accession au trône de Louis XVIII et ils remettront en place une Europe aristocratique pour museler la France et dompter l'instinct révolutionnaire de notre peuple. En vain.